Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Equinox Soir. Equinox Soir, c'est le magazine d'analyse et décryptage quotidien des faits d'actualité. La compagnie nationale aérienne Camerco traverse une nouvelle zone de turbulence. Plus de 3 mois après la nomination d'un président-directeur, d'un PCA ainsi que d'un DG, une guerre de leadership se dessine déjà à la tête du top management. Le PCA, dans un communiqué, exige l'annulation de l'opération de redéploiement du personnel décidée par le directeur général. Une brouille au sein de l'entreprise qui peine à décoller. Camerco, une nouvelle turbulence dans le top management, c'est le fait du jour. Alors, pour analyser et commenter ces faits d'actualité, nous avons sur ce plateau Georges Djamkepo. Bonsoir. 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 Alors, madame. je rappelle que vous êtes ancien cadre de Camerco ainsi qu'expert à management. Tout à fait, tout à fait. Donc, avec vous, nous allons bien comprendre ce problème qui se pose au sein de la Camerco. Ben, je l'espère, je l'espère. Je pense qu'il faut sortir du conflit des hommes et aller dans le problème du système lui-même, dans le problème de l'organisation et de la structure. Je pense que c'est ça qui est important. Ce que les hommes font, finalement, les hommes passent, hein, et les structures restent. Donc je pense que le débat, c'est plus comment on va faire une bonne gouvernance de la compagnie, plutôt que de discuter du débat qu'il y a entre un PCA et son directeur général. Merci, on en parlera tout à l'heure. Et tout près de vous, nous avons Emmanuel Kounié, militant du SIF et économiste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir madame et merci de me convier à cette réflexion de ce soir. D'accord. Également sur ce plateau, nous avons Maître Tchèque Ali Assad. Il est avocat au barreau du Cameroun et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonsoir Maître et merci d'être venu. Bonsoir madame. Le plaisir et l'honneur sont pour moi. Alors, et enfin, pour porter justement la voix du parti au pouvoir de RDPC, nous avons sur ce plateau Samuel Mott, en qualité d'expert comptable également. Bonsoir Samuel Mott. Bonsoir Nadine, merci pour l'invitation qui m'a été faite. Alors merci cher monsieur d'avoir donc répondu à l'appel. Et dans ce jour, nous allons ensemble décrypter ce problème au niveau de la Camerco, dont la première prise de parole sera faite justement par vous, Georges Djamkepo. Vous avez longtemps sillonné dans les couloirs de la Camerco. Alors, que signifie le message du PCA adressé au directeur général de la Camerco? D'abord, je vais rectifier un peu. Il n'y a pas de guerre de leadership dans une entreprise. L'entreprise a une structure, il y a un directeur général qui est le mandataire social, et puis il y a un PCA. Oui. Alors, que se passe-t-il exactement en ce moment? Alors, c'est très simple. Lors de l'installation du directeur général, on lui a donné une roadmap, une feuille de route qu'il doit suivre pour essayer de redresser la compagnie. Il s'avère qu'il est sorti des clous et il s'est permis de prendre un certain nombre d'initiatives, à savoir la nomination d'un certain nombre d'agents, de personnel de la compagnie, alors que ce n'était pas l'ordre du jour, alors qu'aujourd'hui il y a un débat sur l'organigramme, sur l'organisation. Et donc le PCA, le président du conseil d'administration, le rappelle simplement à l'ordre. Oui. Il me semble que le problème est ailleurs. Parce que, alors, à quel niveau ce problème? Pour moi, le problème est simple. Je voudrais déjà camper un peu le décor. Qu'est-ce que c'est Camerco? Camerco, c'est une émanation de Camer, l'ancienne Camer que vous avez connue. Et c'est une compagnie qui a été créée dans le même esprit que Camer, avec une mission de service public. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, qui dit établissement public dit mission de service public. La mission de Camerco, donc, c'est de faire du désenclavement dans le pays. Vous avez constaté, lors des dernières années, le développement de la compagnie au sein sur le territoire national du Cameroun. Aujourd'hui, la compagnie couvre 7 destinations, 7 villes de province, enfin 7 chefs-lieux de province, de région. Et donc, ça, c'est l'un des objectifs. Mais il est bien évident que, en se limitant à la partie du territoire national comme exploitation,
il est bien évident que l'entreprise ne peut pas être rentable. Il est donc important que l'entreprise aille à l'étranger, à l'extérieur, pour affronter donc maintenant le secteur concurrentiel. Oui. Il s'avère que jusqu'à ce jour, et en tout cas jusqu'au précédent directeur général, l'entreprise a très bien rempli sa mission de service public qui était le désenclavement du pays, à savoir la couverture. On a ouvert les villes comme Bafoussam, Bamenda. Il était prévu d'ouvrir Bertoua, mais pour des raisons de sécurité, je crois, ça n'a pas été fait. Donc, il me semble que nous sommes dans la mission. Maintenant, pour engranger des revenus qui permettent à la compagnie de continuer et de s'autonomiser, il est important qu'elle aille attaquer, qu'elle aille affronter le secteur, l'international. Oui. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que pour attaquer l'international, il faut des aéronefs. Vous savez, je ne vous l'apprends pas, que nous avons aujourd'hui 2 737 qui sont au sol pour des questions Justement, de moteur. on y reviendra sur cette problématique, mais déjà on aimerait bien comprendre le problème, ce qui aurait bien pu amener le PCA à prendre une telle initiative. Moi, je mets le comportement du DG d'abord sur la jeunesse de la personne qui, me semble-t-il, n'a peut-être pas les états de service qui lui permettent de gérer une compagnie avec cette dimension. Il faut savoir que ce n'est pas une entreprise simple que de gérer une compagnie aérienne qui traverse des moments de turbulence. On lui aurait confié, je ne sais pas, on lui aurait confié les brasseries du Cameroun, par exemple, qui a des procédures, qui tournent, qui a un fonctionnement. À mon avis, il s'en serait très bien sorti. Mais dans une compagnie aérienne qui traverse des turbulences en permanence depuis sa création, on ne met pas, on n'expose pas un jeune sur un travail aussi ardu, où il faut de la finesse, où il faut des décisions immédiates, où il faut courir, où il faut attaquer la concurrence. Donc et je vais en terminer là, le directeur général, peut-être pensant bien faire, se dit je vais restructurer, mais enfin on ne restructure pas le capital humain qui est déjà installé et qui fonctionne depuis un certain nombre d'années à sa place, qui sait faire son travail. Ce que l'on restructure, c'est l'outil de production. Et il me semble qu'il n'a peut-être pas les moyens de le faire. Et donc, rappel à l'ordre, le directeur général, le PCA lui dit, vous arrêtez de faire votre mouvement de chaise musicale et vous revenez à la feuille de route que nous vous avons fixée. Alors, Maître Tchèque Ali, au regard d'un ensemble d'éléments évoqués sur ce plateau par Georges Diakpepo, alors cela ne justifie-t-il pas l'intervention du ministre à surseoir ce redéploiement où le problème se trouve ailleurs selon vous? Pour moi, le problème se trouve ailleurs. Se trouve où exactement? Parce que ce soit une société à capitaux publics ou comme la nouvelle terminologie on dit établissement public, une société fonctionne selon des normes juridiques. Oui. Le président du conseil d'administration a des attributions autres que celles du directeur général. Et quelles sont ces attributions? La gestion de la société, oui, c'est de la compétence du directeur général. Le conseil d'administration est là pour contrôler le travail de l'exécutif. Pour caricaturer, c'est un peu comme si aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale rappelait à l'ordre le président de la République. Il n'y a pas un supérieur entre les deux. Le Premier ministre. Non, j'ai dit le président de la République. Le directeur général, c'est l'exécutif de la personne morale. Oui. Le conseil d'administration, c'est un peu comme le législatif. Dans l'acte uniforme au HADA, que la loi de 2017 sur les établissements publics définissent clairement les rôles de chacun. Par exemple, le directeur général adjoint est nommé par le conseil d'administration. Mais pour ce qui est des affectations de la gestion au quotidien, c'est de la compétence exclusive du directeur général. Mais est-ce qu'un directeur général devrait nommer un certain nombre d'un personnel sans l'aval du PCA? On a parlé de redéploiement, c'est-à-dire oui, des affectations. Oui. C'est tout à fait dans ses attributions. Donc vous pensez que le PCA s'est immiscé dans les affaires? Il s'est immiscé. Ce qu'il aurait dû faire, il aurait dû attendre de voir les résultats que ces nominations ont donnés. Et si ces résultats ne sont pas probants, lors du prochain conseil d'administration, il le débarque.
D'accord. Alors, Emmanuel Kounié, alors le PCA, dans son communiqué, précise qu'il a prescrit un audit interne sur notamment le plan infrastructurel, le plan financier et même matériel, entre autres, évoquant également le souci de maîtriser les charges en vue de rendre un peu plus stable la Camerco. Alors, sur ce, est-ce qu'il était une telle action du PCA n'est-elle pas envisageable et la bienvenue? Je suis très surpris de constater qu'il se donne ce genre de prérogatives. Je me demande s'il revient au PCA de prescrire tout cela. Le PCA est la tête d'un conseil d'administration. La gestion quotidienne de l'entreprise revient au directeur général. Bon, maintenant, le directeur général est-il dans son rôle? Oui, il est dans ce rôle parce que s'il fait des affectations à l'intérieur de l'entreprise, peut-être que on aurait dû dire que s'il y a des mouvements personnels, mais je crois que c'est généralement pour ce qui est des recrutements, on doit pouvoir soumettre ça. Mais le ministre a estimé qu'il y avait une priorité d'abord à résoudre avant de procéder au redéploiement. Oui, mais le ministre même d'ailleurs tout seul ne représente pas le conseil d'administration. C'est le président du conseil d'administration. Donc je ne sais pas exactement de quoi ça retourne, mais je voudrais vous dire que la vérité, c'est qu'il s'agit d'une guerre de réseau. Ce qui est certain, c'est que le directeur général a des gens à qui il rend compte où il reçoit des ordres, et le président du conseil d'administration a des gens à qui il rend compte et il reçoit des ordres. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Donc, c'est une mafia, tout simplement, où le directeur général a certainement dû obtenir l'aval de celui qui l'a mis là, et le président du conseil d'administration a dû, n'est-ce pas, faire ce rappel à l'ordre en fonction de celui qu'il a mis là. C'est des réseaux qui s'affrontent tout simplement. Parce que on ne peut pas dire que le directeur général est jeune. Et bon, il est jeune. C'est vrai que ce sont des gens qui, c'est quelqu'un, je crois qu'il sort de l'ENAM. Et quand on sort de là-bas, on peut tout faire. Je crois que vous avez vu que chez nous, quand on sort, c'est eux qui gèrent les entreprises d'État, même sans avoir les prédispositions nécessaires, on les place un peu partout. Et puis, ils sont à la solde des lobbies. Donc, c'est un grand problème parce que quand ça se passe comme ça, en réalité, à la fin, personne ne sera responsable de la gestion de l'entreprise. Parce que le directeur général ne pourra plus répondre de rien, parce qu'on va certainement mettre des gens qui ne sont pas les gens, qui ne sont pas on va lui donner des collaborateurs qui ne pourront peut-être pas lui être satisfaisants, avec qui il va fonctionner. Et ce qui est certain, c'est que ça va créer un climat qui ne pourra pas permettre à l'entreprise, n'est-ce pas, d'être rentable. Ils ont une mission de service public, mais ils ont aussi une mission de rentabilité. On ne peut pas avoir une entreprise, fût-elle une entreprise d'État, qui ne mette pas en musique le service public et la rentabilité. Sinon, ça devient un gouffre à sous. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans le cas de ce genre de pratique, l'État est toujours en train, n'est-ce pas, de donner de l'argent et ça devient des gouffres à sous. D'accord. Alors, Samuel Motte, comment donc percevez-vous ce conflit? Vous qui êtes expert comptable, vous avez eu à travailler avec plusieurs entreprises. Oh, le terme le conflit me semble péjoratif. Ce qui me semble dramatique en l'espèce, c'est qu'une correspondance qui n'a qui n'est en rien destinée au public, se met à circuler à travers les possessions. C'est ça qui vous amène à nous organiser toute une discussion là-dessus. Et en ce qui me concerne, je considère qu'en réalité, il n'y a rien. Il y a effectivement cette répartition de rôle-là qui existe dans toutes les entreprises qui sont organisées sous ce modèle-là, parce qu'il y a plusieurs autres formes d'organisation également qui existent, qui fait qu'à un moment donné, il y a une orientation qui est donnée par une instance. Et il y a également, il y a aussi une instance qui est chargée de la mise en application de l'orientation qui a été donnée. De manière générale, la définition des orientations dans les sociétés qui sont sous ce modèle-là avec conseil d'administration et un directeur général fonctionne sous la base de ce que c'est le conseil d'administration qui donne l'orientation, bien entendu, il représenté ici par son président de conseil. Hein, oui. Parce que tous les administrateurs ne peuvent pas se mettre à rédiger avec les quatre mains la même lettre. Il y a toujours un représentant en l'espèce, c'est dans le cas d'espèce, c'est le représentant du conseil d'administration. Mais contrairement à ce qu'il disait tout à l'heure, il y a une définition bien précise des attributions des uns et des autres. Oui. Notamment, on n'admettra pas effectivement qu'un président de conseil d'administration vienne s'immiscer dans la gestion au quotidien. Mais on peut également estimer qu'en ce qui concerne le pouvoir de recrutement, tout au moins d'un certain nombre de cadres, le directeur général ne peut pas avoir vocation à le faire tout seul. De même qu'en ce qui concerne un certain nombre de mutations, de promotions à l'intérieur de la société, là également, il faut requérir l'avis du conseil d'administration avant de pouvoir le procéder. Parce que autrement, ce pouvoir de contrôle-là peut se diluer à un moment donné. Et ce que révèle la lettre dont nous parlons aujourd'hui, c'est également, je peux aussi le souligner, c'est le bon fonctionnement
des institutions de la gouvernance à l'intérieur d'une entreprise. C'est-à-dire que dans le cas d'espèce, on voit très bien que le directeur général gère et le conseil d'administration veille également à ce que ce qui est fait en aval est conforme aux dispositions et aux orientations qui lui ont été données. Donc il y a une réaction du président du conseil d'administration en disant nous ne sommes pas d'accord par rapport à un certain nombre de choses qui sont faites en ce moment. C'est le fonctionnement normal. Autrement dit, si vous voulez mettre en situation de copinage, vous diluez tout et puis effectivement le pouvoir de contrôle se dilue. Et dans le cas d'espèce, il faut qu'on s'arrête tout simplement au principe qu'il y a un devoir de contrôle qui est dévolu sur le conseil d'administration et le directeur général effectivement a la main totalement libre pour gérer la société au quotidien. Et il n'y a pas de quoi s'offusquer, c'est d'autant plus que à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore reçu une réaction négative à la première lettre qui a été mise par le président du conseil d'administration. Le conflit naîtrait éventuellement si le président, le directeur général dit non, écoutez, je pense tout simplement qu'en ce qui concerne nos statuts, ou tout au moins en m'appuyant sur la loi sur le régime des entreprises publiques, je pense que je suis dans mon droit de faire telle ou telle chose contrairement à ce que vous dites. Or, dans l'espèce, nous avons vu une seule lettre, celle qui vient du président du conseil d'administration, qui dit effectivement qu'il y a un certain nombre de choses qui ne donnent pas entièrement satisfaction. Si le problème s'arrête là à ce niveau où s'entend, il n'y a absolument aucun problème, c'est le fonctionnement normal d'une société. Alors Georges Djamkepo, vous qui avez eu à observer de près la gestion de plusieurs entreprises. Enfin, de près c'est beaucoup dire. Moi je vais vous faire deux observations. La première observation... Non, je voudrais clarifier. Oui. La première observation, c'est que n'oublions pas que le PCA, il a deux casquettes. Il est ministre des Transports, donc la tutelle technique de la compagnie, et il est président du conseil d'administration. Que ce soit normal ou pas, ce n'est pas le problème. En fait, il porte les deux casquettes. Il intervient à ce titre-là. La perturbation du fonctionnement de la compagnie intéresse la tutelle technique, mais intéresse aussi le PCA. La deuxième chose, pour avoir pratiqué les entreprises, enfin longuement les entreprises, il y a une intelligence. Voilà, il y a une intelligence d'organisation. Oui. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas dans la lettre, mais c'est dans l'esprit. Il y a une intelligence. Quand vous avez une responsabilité mandataire sociale, vous parlez quand même à l'oreille de votre PCA. Vous lui dites, voilà, j'ai l'intention, c'est informel, mais j'ai l'intention de faire ça. Et puis vous en discutez, vous échangez dessus. Et c'est ainsi que les choses avancent. Nous ne sommes pas... Parce que M. Koumé disait que c'est une guerre de réseau. Non, disons-nous un peu la vérité. Vous estimez qu'il n'y a pas de guerre de réseau? Non, moi je considère que c'est des gens qui ne se comprennent pas ou qui ne font pas l'effort de se comprendre. Parce que si le directeur général, qui a été PCA, par ailleurs, si le directeur général prenait simplement langue avec son PCA en lui disant, voilà, j'envisage, au-delà de ce que nous avons dit en conseil d'administration, lorsque l'on m'a nommé, j'envisage de faire les choses de telle et telle manière, le PCA lui aurait donné son avis. Parce que d'autant plus, le PCA est un homme d'entreprise. C'est même pas, il arrive ministre, mais enfin, c'est un homme d'entreprise, il a géré des entreprises. Il a été dirigeant de plusieurs entreprises, et donc, on sait qu'il connaît le fonctionnement des entreprises. Donc, s'il tire la sonnette d'alarme vis-à-vis du directeur général, c'est parce qu'il sait que dans le métier que nous faisons, le transport aérien, la perturbation d'une entreprise peut entraîner, mais enfin, on n'est déjà pas dans les meilleures conditions pour travailler. Si vous voulez encore la perturber en faisant de la modification de position du personnel, bien évidemment, on va à la catastrophe. D'accord. Alors, Maître Tchèque Ali se pose également un problème de procédure dans le recrutement des directeurs à la tête de certaines entreprises publiques. Alors, Maguel Kouni a dit tout à l'heure qu'à fraîchement sorti de l'ENAM, il dispose des compétences requises. Qu'est-ce qui fait problème? C'est en réalité le véritable problème du régime BIA, de tout ce régime. Parce que depuis qu'on fait les jeux de chaises musicales, prenez les décrets de nomination des directeurs généraux qui se sont succédés à la tête de la Camerco et des PCA. Dit le décret original. Vous verrez, le décret est déjà monté avec les visas et tout et le nom du bénéficiaire. On laisse juste en blanc la date où se tiendra le conseil d'administration. Tous les directeurs généraux de la Camerco, j'ai pris la peine de vérifier. On laisse en blanc le numéro de la résolution, on laisse en blanc la date où se tiendra le conseil d'administration. Mais le nom du bénéficiaire est déjà là.
quand l'expert en management dit ceci. Effectivement, le DG de la Camerco était PCA de la Camerco. Oui. Peut-être qu'il a fait du bon travail, on l'a nommé, on l'a promu DG. Bon, quand il dit que le PCA c'est un administrateur de société chevronné, ils ont été nommés le même jour. Oui. Alors, quand est-ce qu'il a eu le temps de prendre le pouls de l'entreprise pour qu'à la passation de service, ils disent au nouveau DG, bon voilà la feuille de route, et lorsque quelques semaines plus tard, le DG pose des actes? Non. Tous ces gens sont nommés de façon arbitraire à la tête du client, des prébendes et tout et tout. Cette correspondance qui a été rendue publique ne fait que nous révéler ce qu'on soupçonne déjà. Soupçonner quoi? Un avion qui n'a plus de pilote, ou dont le pilote ne se préoccupe plus du sort de ses passagers. Alors, Emmanuel Kounié, selon vous, est-ce qu'il aurait fallu attendre automatiquement la fin de l'audit pour procéder justement à ce redéploiement du personnel? Nous avons l'habitude des audits. Nous avons l'habitude des audits et généralement quand on fait des audits chez nous, très souvent on n'a même pas le résultat des audits. Nous avons vu un audit au ministère des Finances où le ministre nous a dit qu'il était en train d'auditer la dette des entreprises privées et tout ça pendant un trimestre et après, plus rien. On a payé 13 milliards sur 560 milliards. On n'a plus rien dit. On se retrouve maintenant en train de compter les fonctionnaires fictifs, etc. Ça va dans tous les sens. Donc l'audit, cet audit, quand vous voulez faire un audit, il faudrait au moins situer cela, n'est-ce pas, dans un intervalle. Mais il faut savoir également que la compagnie traverse quelques difficultés. Il est important de redresser. Oui, mais est-ce que c'est l'audit, cet audit-là qui doit pouvoir... Est-ce qu'il faut attendre l'audit pour pouvoir, n'est-ce pas, poser des actes? Moi, je crois que le directeur général est arrivé. Moi, je pense que dans cette affaire, s'il y a quelqu'un qui a provoqué des perturbations, c'est celui qui a essayé d'en appeler l'autre à l'ordre de manière, comme quelqu'un l'a dit, il aurait pu, n'est-ce pas, lui souffler ça à l'oreille ou bien l'appeler et lui dire que, voilà, et puis qu'ils s'entendent pour voir comment ils vont fonctionner. C'est pour ça que je vous dis que c'est deux réseaux différents. Et les réseaux s'affrontent tout simplement. Dans une entreprise normale, s'il y a une incompréhension, la chose la plus simple, c'est de se passer un coup de fil et puis que les gens se retrouvent et qu'ils tombent d'accord sur la manière dont il faut conduire l'opération. Mais ici, c'est une structure, un gouffre à sous, où l'argent vient de la présidente de la République et où des gens sont tapis dans l'ombre quelque part et qui attendent les rétrocommissions et chacun est en train de dire de vite faire pour lui donner sa part. C'est tout. Il ne faut pas qu'on nous perde du temps avec des choses comme ça. D'ailleurs, il y a trop de sociétés d'État au Cameroun. Il y a trop de sociétés d'État. J'ai compté les sociétés d'État quand vous m'aviez invité. J'ai trouvé presque une centaine de sociétés d'État. Alors, ces sociétés d'État, pourquoi faire? Tout ça, c'est pourquoi faire. Il y a des sociétés d'État. Il est SDF, lui? Il est du SDF. Attention, lui, il est RDPC, un seul, celui-là. D'accord. Okay. Et puis, c'est un RDPC. C'est un RDPC bien connu. Donc, tu ne dois pas me demander d'où je viens. Parce que moi, je sais d'où tu viens. Et je connais un socialiste en train de... Ton masque est déjà tombé. Et puis, on te connaît très bien. Bon, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que je prends l'exemple, comme il dit que nous sommes socialistes. Au Nigeria, par exemple, en l'an 2000, le président Obasanjo a appelé certains opérateurs économiques et leur a dit, je voudrais que le Nigeria s'industrialise et se développe et je voudrais faire 50 milliardaires. Et il a vu le directeur de la Banque centrale et dans tous ces secteurs, même dans le secteur de l'aviation, d'ailleurs Dangote, qui est venu créer une société ici, fait partie de ceux qui avaient, n'est-ce pas, bénéficié de ce soutien de l'État. Est-ce qu'un audit n'aurait pas été important au sein de la Camerco? L'audit peut être important pour pouvoir, n'est-ce pas, faire l'état des lieux. Mais l'audit ne suppose pas que l'entreprise s'arrête. On ne stoppe pas l'entreprise pour faire l'audit. Le directeur général doit avoir sa feuille de route. Il y a une obligation de résultat. Lui, il veut avancer. Et il pense qu'il doit mettre en place son personnel. Si le PCA pense que ce n'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui ne tient pas, ou bien qu'il y a des personnes qui sont mises à des positions où ils ne devaient pas être, la moindre des choses, ce qu'il aurait dû faire, c'était de l'appeler et qu'ils s'entendent sur la manière dont les choses doivent être faites. Quand il pond un courrier, ça veut dire qu'il veut... il veut démontrer à quelqu'un qu'il a posé l'acte. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui est placé quelque part pour dire, effectivement, j'ai posé l'acte et j'ai rappelé ce monsieur à l'ordre, et puis, bon, s'il ne s'exécute pas, ce n'est plus mon problème. Ça veut dire que lui-même, c'est deux irresponsables qui sont à la tête d'une structure. Personne n'est responsable. Chacun est tenu quelque part, et puis, ça donne ce que ça donne. Et je peux vous garantir que quand ça commence comme ça ne va rien donner comme d'habitude. Le règle élémentaire de gestion administrative, quand on vous envoie une correspondance écrite, vous répondez par une correspondance écrite. Alors, Samuel Motte, vous avez raison. Et il a répondu. Oui, non, mais écoutez, quand on vous envoie une correspondance... Est-ce qu'il a répondu? Mais le PCA écrit, vous m'avez transmis un dossier, voilà mon point de vue que je vous donne.
forcément, ça ne peut pas se passer. Vous avez très mal compris M. Diankepo tout à l'heure. Il dit le directeur général, avant de procéder à quelque chose d'aussi sensible, se serait rapproché, aurait pu se rapprocher. Monsieur, on n'administre pas une société, on la gère. On n'administre pas une société. Non, mais lui, il est en train de dire des choses. C'est parce que vous administrez les entreprises que les entreprises ne marchent pas. On la gère, on anticipe sur les éléments. Le directeur général est mieux. Non, tu n'es pas mieux placé. Tu es formaté par le RDPC, tu ne comprends pas grand-chose. Quand vous êtes responsable d'une entreprise, la première vertu, c'est d'anticiper sur la conjoncture et sur les événements. Donc le directeur général a voulu anticiper, et si le PCA veut le tirer par le bas, ça veut dire tout simplement que c'est la vous permettez que Samuel Motte, allez-y, vous voyez très bien qu'on se fait interrompre tout le temps. On a la minorité, mais on se fait un peu interrompre tout le temps. Donc, vous êtes annonce pour ça, je vous en prie, Maître Tchèque, je vous en prie. Ça continue. Samuel Motte a la parole. Je vous en prie, allez-y, Samuel Motte. Il n'y a rien à voir là-dedans. C'est l'ensemble de ces critiques-là qui fusent. Résulte tout simplement les deux correspondances, et j'insiste là-dessus, traduisent tout simplement qu'il y a dans la gouvernance de cette société un certain nombre de choses qui fonctionnent aujourd'hui, et on ne peut que s'en féliciter. La connivence, une connivence éventuelle entre le conseil d'administration et le directeur général serait catastrophique pour les citoyens, pour les clients de Camer, pour l'actionnaire de Camer et pour l'ensemble des personnes qui seraient intéressées à faire des affaires avec Camerco à la date d'aujourd'hui. Et donc une correspondance comme celle-là, elle est rendue publique aujourd'hui, on en discute. Elle ne devait pas être rendue publique, elle ne devait pas... Du moment où elle est sur la place publique, et donc, ça ne révèle pas justement... Je vous confirme tout simplement, mais en plus elle n'est pas aussi ouverte que cela. Parce que les postes qui sont en cause aujourd'hui, on ne les connaît pas. Il y a effectivement une prérogative qui est reconnue au directeur général. Mais est-ce qu'au regard de cette brouille, est-ce qu'il faut s'attendre à des lendemains meilleurs? Mais bien sûr. Après, maintenant, admettons même, j'ai déjà envie de vous souder votre hypothèse en disant qu'il y a brouille. C'est de grandes personnes, c'est de grands messieurs. Ils vont se parler, ils vont trouver des solutions. Mais encore une dernière fois, écoutez-moi bien. Oui, allez-y. Vous savez pourquoi on délocalise un certain nombre de travaux du directeur général que vous mettez sous le coup de la gestion au conseil d'administration, tout simplement pour ne pas créer là également des collisions. Par exemple, dans une société comme celle-là, on veut bien donner carte blanche au directeur général, mais ce serait quand même bien aussi qu'on lui donne un certain nombre de personnes qui sont à mesure de contrôler son action au quotidien. Il serait totalement inconvénient que le directeur général vienne dans une société avec son directeur financier. Oui. Pour des problèmes tout simplement de séparation et de contrôle interne. Il serait tout à fait inconvenant que l'on laisse la possibilité à lui de nommer telle ou telle autre personne, parce que c'est sensible. Ce n'est pas une histoire de copinage, contrairement à ce qu'il est en train de dire. Donc il faut qu'à l'intérieur de ces sociétés-là, c'est pour ça qu'à un moment donné, on ne peut pas lui donner carte blanche de faire tout ce qu'il veut. On va lui donner des contrepoids à l'intérieur de la société. Et ces contrepoids, c'est pour cette raison-là que ces contrepoids très souvent sont nommés au niveau du conseil d'administration. Et ce serait bien effectivement que s'il y a des nominations qui sont allées dans ce sens-là, et c'est ce qu'il disait, même s'il était dans l'autre sens où il faisait tout simplement le mouvement, à partir du moment où il y a une indication précise qui a été donnée dans un conseil d'administration en disant nous voulons voir un peu plus clair, c'est dans son intérêt, c'est dans son intérêt de la personne qui entre, de dire j'ai fait l'audit pour faire l'état des lieux et comme ça je saurais comment orienter mon action. On lui demande de faire cette démarche, ce serait bien, il aurait été bien inspiré de faire la démarche. Mais encore une dernière fois, c'est une correspondance qui est bienvenue dans le cadre d'une société qui est en cours de redressement, parce que, encore une dernière fois, ce ne serait pas bien, ce ne serait pas sain que les autres là soient connivants. Il faut effectivement qu'il y ait un détachement des uns des autres pour que l'action puisse être fluidifiée et que la performance de l'entreprise puisse être retrouvée. D'accord. Maître Tchèque, vous voulez réagir tout à l'heure au propos de Samuel Motte? Je ne monterai jamais dans un avion où le pilote ne s'entend pas avec le copilote. C'est pas la même chose. Vous êtes très fort à raccourcir parce que tout ce que vous avez pu monsieur, ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Laissez que je m'exprime au moins. Je suis content que les RDPC admettent qu'il y a eu défaillance dès lors que cette correspondance a été rendue publique. Et nous avons ça parce qu'on ne veut pas respecter nos propres textes. Le directeur général est élu. Et nous savons tous qu'en réalité, il n'est pas élu. Le directeur général est élu.
Le PCA. Le PCA, le directeur général, c'est le conseil d'administration qui les choisit. C'est le conseil d'administration, les membres du conseil d'administration qui le choisissent. Mais ce qu'on fait dans ce pays, on fait le décret. Entre élection et désignation, c'est deux thèmes bien différents. Vous estimez qu'il y a une violation de la procédure dans la madame, je vous explique. Oui. Prenez le décret de nomination de n'importe quel directeur général de la Camerco ou de n'importe quel président du conseil d'administration de la Camerco. Je l'ai ici la photo. On fait le décret et on dit, vu la résolution numéro, on laisse ça en blanc. On laisse ça en blanc. Maintenant, lorsqu'on va imprimer au journal officiel, entre-temps, on a eu le temps de remplir au BIC. C'est pour ça que vous verrez le numéro de la résolution qui nomme le directeur général est toujours écrit au BIC. La date où c'est soi-disant tenu, le conseil d'administration qui l'a voté est toujours écrit au BIC. Et pour l'actuel, ce n'est même pas au BIC, c'est avec le cachet dateur qu'on a tapé. Alors, j'en arrive. On peut lire les textes ensemble? Non, oui, maintenant donc, on prend déjà, on les met dans un fauteuil, sans vérifier s'ils ont les prérequis, ou peut-être, comme le disaient les SDF, parce qu'ils sont passés par certains lobbies. La démonstration est pour le moins lourde. Allez-y. Pourtant, je suis très léger dans mes propos. Et on se retrouve là, dans une cacophonie. Et dans tout ça, c'est le contribuable qui perd, puisque c'est notre argent qu'on prend pour renflouer. On est à combien de directeurs généraux déjà? Le 6e directeur général, je vous en prie. Vous permettez, oui, moi je vais vous dire une chose très simple. On n'a rien inventé aujourd'hui là. Ce qui se passe chez Camerco, c'est déroulé de la même manière chez Camer. Et depuis les indépendances, c'est le même régime. Laissez-moi terminer. Et pourtant, je vais vous dire, Camer a très bien fonctionné jusqu'à une certaine date. Il y a un certain nombre de compagnies, d'entreprises qui ont bien fonctionné dans le pays. Donc ce n'est pas une question de... Pour moi, ce n'est pas une question de nomination, qui nomme à quel moment. C'est justement les conflits d'intérêts qu'il y a dans tout ça. Ce n'est pas le fait que l'on soit nommé, enfin on a laissé un petit blanc pour mettre le numéro de la résolution. Nous sommes bien d'accord, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Le vrai problème est ailleurs. Le vrai problème se trouve dans les conflits. Nous sommes dans une entreprise, hein, puisqu'on parle de Camerco, oui. Mais enfin il y a d'autres entreprises en difficulté dans le pays. Nous sommes dans une entreprise qui est sensible pour des questions de sécurité, pour des questions de souveraineté, pour plusieurs questions, parce que quand vous regardez bien, il y a 25 millions de Camerounais, vous pensez qu'il y en a combien qui prennent l'avion? C'est toujours les mêmes qu'on retrouve dans l'avion. Donc, quand on fait un débat même sur les transports aériens, c'est toujours pour les mêmes. Les Camerounais ne sont pas nombreux à prendre l'avion. Et pourtant, la Camerco représente la souveraineté, représente des questions de sécurité. Et donc, quand on en débat ici, c'est parce que c'est un peu une vitrine de notre pays. D'accord. Avant d'évoquer peut-être les solutions, il faut qu'on avance, oui, Emmanuel Kouni. Oui, je voudrais dire que M. Moda a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit que le PCA, il faut un contrepoids pour que la personne n'ait pas toutes les cartes entre les mains. Mais je voudrais vous dire que... Je le confirme. Ouais. Quand la Camer a fonctionné, il y avait des PDG. Oui. C'est-à-dire qu'on donnait tous les pouvoirs entre les mains d'une personne. Ouais. Et en ce moment-là, la personne avait l'obligation du résultat et la Camer s'est développée. Maintenant que les Ponce Pilate, le Ponce Pilatisme est la règle de gestion chez nous, on met des équilibrismes dans tous les sens et puis on ne peut pas fonctionner comme ça. Je veux dire que dans une entreprise, le chef doit avoir des pouvoirs. Et le chef doit pouvoir, n'est-ce pas, être un entrepreneur qui anticipe sur les événements, sur la conjoncture pour pouvoir faire avancer la société. S'il ne peut pas le faire, il ne le rentabilise pas. Si les entreprises publiques, c'est des terrains d'amusement, bon, qu'on nous épargne de ces choses-là. Et puis, quand on parle de souveraineté, dans d'autres pays, il y a des sociétés, de compagnies aériennes privées qui fonctionnent à merveille. Et même au Cameroun, si on donnait la possibilité, il y aurait des entrepreneurs qui créent des sociétés privées qui fonctionnent à merveille. Avant, il n'y avait pas de banques privées au Cameroun. Toutes les banques étaient des banques d'État, la BIAO, la BICEG, etc. Aujourd'hui, quand on va sur le terrain bancaire, on se rend compte que les banques privées fonctionnent mieux que les banques privées. Emmanuel Kouni, vous aurez la parole tout à l'heure, je vous en prie. Donc il faudrait qu'on comprenne que nous avons un problème parce que l'État veut être à la fois
le secteur public et le secteur privé. D'accord, merci ça, le véritable problème. Emmanuel Kounié. Donc, alors, avant d'évoquer certainement les solutions pour sortir des crises, je vais d'abord vous remettre la parole encore, Georges Djamkopo, pour comprendre. Alors, quel regard portez-vous justement sur le processus d'acquisition des aéronefs au sein de la Camerco? Enfin, là, quand vous me posez cette question, vous êtes déjà au bout de l'histoire. Ça commence au début. Le format de gouvernance même de la compagnie. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a une volonté politique du chef de l'État de créer une compagnie. Il dit, voilà, il y a telle et telle personne qui vont faire tel et tel boulot pour qu'on ait une compagnie aérienne. Mais entre le chef de l'État et la réalisation au sol, on se rend compte qu'il y a rupture de la chaîne de responsabilité. Il y a quelqu'un qui ne veut pas faire son boulot. Il y a des gens qui se contredisent pour des intérêts croisés. On ne sait pas trop ce qui se passe. La réalité se trouve là. Moi, il me semble que nous avons trop pris l'habitude d'écouter le discours du chef de l'État et puis de dire ça va se faire. Et puis personne ne bouge et personne ne dit rien quand personne n'a bougé. Alors, qu'en est-il du plan de Boeing et Consulting jusqu'aujourd'hui, on en est où? Oui, enfin, plan de Boeing, il y a eu, avant le plan de Boeing, il y a eu le plan des Hollandais. Il y a eu tellement de plans. Ce n'est pas les plans qui posent problème. Les Camerounais sont même en mesure de faire d'autres plans. On peut faire un plan à Tangana François. Mais le problème, ce n'est pas le plan Boeing. Le problème, c'est toujours la gouvernance. Vous allez mettre tous les plans en route. Vous n'aurez pas, si vous n'avez pas de gouvernance correcte, vous n'aurez rien. Vous n'aurez pas de résultats. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Kounié tout à l'heure. Mais quand on sort de l'ENAM, non, on ne peut pas gérer une entreprise. Je suis désolé. Pour gérer une entreprise, il faut avoir de l'expérience. Nous sommes là sur quelque chose de sensible. Si vous, enfin, il n'y a pas d'entreprise que vous sortez de l'école, vous gérez l'entreprise. Sauf si vous êtes un génie. Et les génies au Cameroun, ça n'existe pas. Je suis désolé. Sinon, on le saurait. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que... Enfin, allez-y, je vous en prie. Tant qu'il s'agit de gérer une entreprise qui n'a aucune difficulté, donc de signer des parapheurs tous les matins, ce n'est pas un problème. Mais quand il faut quand il faut avoir une vision, faire des choix, prendre des décisions, non, on ne met pas un jeune à la tête d'un truc qui peut exploser à tout moment. Issania, moi je vous vois tellement sourire, vous voulez réagir, allez-y. Non, il est tout à fait pertinent ce qu'il dit. Hein, et je veux dire, il est pertinent et concis. Par contre, je vois bien votre volonté de vouloir m'infliger le raisonnement par l'exemple de mon frère Kounié, qui n'a aucune pertinence, parce que lorsqu'il commence à me dire il avait des PDG, c'est un raisonnement par l'exemple. Ça n'a aucune forme de pertinence. Mais tout simplement pour le ramener à la dure réalité, même quand il y a un PDG dans une société, on dit bien que le conseil d'administration veille au contrôle de l'activité du directeur général. Qu'il préside. Bien par ailleurs. Voilà. Parce que là, effectivement, à l'intérieur du conseil d'administration, il peut bien être mis en minorité. C'est parce qu'il est le président qu'il ne va pas être mis en minorité. Donc, ce genre de raisonnement, vraiment, ça ne tient pas du tout. Par ailleurs, également, le MRC s'égare. Il continue à s'égarer. Pourquoi pensez-vous qu'il s'égare? Mais il s'égare. C'est toi qui t'égares. Écoutez, la loi dit bien ceci. Le directeur général est nommé en conseil d'administration sur proposition de l'actionnaire majoritaire. Point. Voilà le point de droit. Tout le reste, c'est des artifices. Peu importe. On peut effectivement ne pas mettre la date au moment, en attendant le conseil d'administration, parce qu'il est susceptible également de report. Mais au moment où, effectivement, où l'actionnaire majoritaire a fait la proposition que telle personne doit occuper le poste, on attendra que la formalité d'usage en matière de tenue du conseil d'administration puisse se faire, et à ce moment-là, on met le cachet. Et donc, le fait de laisser la place vide, il n'y a pas absolument une infraction là-dedans qui pourrait retenir notre attention. C'est le fonctionnement normal des structures. Et pour il faut, je suis d'accord avec Jean Djamkopo qui dit effectivement que il faut donner les moyens à Camer. Est-ce que vous pensez il faut donner les moyens à Camerco pour qu'on ne reste pas tergiversé. Ce serait bien effectivement que vous nous appeliez, que nous réussissions pour qu'on commence à discuter des parts de marché, de l'orientation à prendre, que de discuter de ce genre d'aménagement qui sont à mon sens totalement artificiels. Je pense que on n'aurait pas changé, et c'est pas moi 3 fois de directeur généraux à Camerco aujourd'hui, si on avait effectivement donné les moyens qu'on s'était fixé. Vous pensez que Camerco aujourd'hui a les moyens nécessaires pour concurrencer les autres compagnies panafricaines? Sincèrement, je ne crois pas. Attendez. Vous allez répondre. Sincèrement, je vous en prie. La volonté politique. Non, vous allez la volonté politique qui est, mais pour ce qu'on a donné comme moyen aujourd'hui à Camerco pour pouvoir lancer l'activité me semble fort insuffisant. Parce que lorsque vous avez fait un business plan en disant que vous avez besoin pour lancer votre activité de 10 avions,
tenez à mettre en place ces 10 avions. Autrement dit, si vous ne les mettez pas en place, vous sécrétez vous-même l'endettement de la société, parce que en perdant de l'argent, c'est les pertes équivalent à de l'argent que vous donnez à d'autres personnes. Et donc, lorsque vous vous réveillez 5 ans, 10 ans plus tard, vous vous rendez compte que au lieu d'acheter des avions, vous allez plutôt vous consacrer à rembourser l'endettement que vous-même vous avez sécrété. Alors, Maître Tchekali, qu'est-ce qui devrait être fait aujourd'hui pour pouvoir sauver la compagnie aérienne au bord de l'agonie? Il vient de donner la réponse lui-même, le RDPC. Il disait que la caméra fonctionnait bien. Il dit que ça a toujours été comme ça, la caméra fonctionnait bien. Et puis à un moment, la caméra ne fonctionnait pas. Des centaines de milliards plus tard, on a liquidé la caméra. Contrairement à ce que vous disiez, le décret de création de la Camerco est clair. On dit que Camerco ne reprend aucun passif de Cameroon Airlines. Camerco ne reprend aucun actif de Cameroon Airlines. Ça veut dire que c'est un enfant neuf qui n'a aucune charge sur lui. Vous avez suivi ce que j'ai dit. Permettez. Si vous décidez, alors, de préciser pour que vous continuez. Si vous décidez de créer une entreprise nouvelle, vous lui donnez les moyens. J'en arrive. Et or, à chaque fois, on prend l'argent du contribuable, on donne à la Camerco. C'est très bien ce qu'il a dit, que ce n'est qu'une poignée de personnes qui voyagent. Air riche, peut-être que c'est comme ça qu'on devait. Air élite, on prend de l'argent pour que des élites voyagent. Et cet argent ne sert à rien. Et ils ont donné. Vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, allez-y. Il a dit, et la loi dit, l'actionnaire unique ou l'actionnaire majoritaire, c'est lui qui propose le directeur général. C'est lui qui propose. Cela va de soi. Donc ça veut dire c'est BIA qui a proposé les 7 ou 8 directeurs généraux. C'est BIA qui a proposé les 7 ou 8 présidents du conseil d'administration. C'est BIA qui a nommé tous les administrateurs qui se sont succédés à la Camerco. Et rien n'a marché. Conclusion, c'est quoi? Ça veut dire que ce régime n'est pas capable de gérer une compagnie aérienne. Qu'il croise les bras, qu'il laisse tomber, au lieu d'appauvrir les contribuables. Quand on veut renflouer la Camerco, c'est des centaines de milliards. Et quand on les donne, c'est avec la certitude que dans 6 mois, on va commencer à rigoler que Camerco est en train de déposer le bilan. D'accord. Bon. Emmanuel, vous allez prendre la parole pour conclure. Permettez, Emmanuel Pounier, quelle solution miracle pour la Camerco en 30 secondes? Non, je crois qu'ils ont la solution. Ils ont la solution puisque eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas gérer la Camerco. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement la Camerco, c'est même le secteur économique entier, c'est-à-dire que les entreprises qui doivent pouvoir, n'est-ce pas, pour créer la plus-value et la richesse, ils sont... D'ailleurs, nous avons fait un séminaire, nous avons assisté à un séminaire ici, qui était organisé par le ministre du Plan. C'est même pas un séminaire, c'était une réunion. C'était je crois que c'est le 29 juillet dernier, à l'hôtel Sawa, où le thème était comment faire pour faire du secteur privé le moteur principal de la croissance et de la transformation structurelle de la deuxième phase de la vision 2035. Ils ont, au cours de cette réunion, constaté eux-mêmes qu'ils ont échoué, c'est-à-dire que le DSCE a échoué, le plan économique a échoué, puisqu'ils attendaient une croissance de près de 5,5% de manière soutenue pendant 5 ans. Ils se sont rendus compte qu'ils ne se sont retrouvés qu'à 3,8% et nous disent que c'est 4,2%. Bon, on tolère. Mais eux, ils savent que le secteur public qu'ils mettent en place ne va tirer l'économie vers le bas. Donc il faut privatiser au privé. C'est-à-dire que permettre aux privés nationaux de gérer cette affaire, de gérer en privé cette affaire. Je vous en prie, Samuel Maud, allons-y, Georges. Je pense qu'il faut simplifier la question. Oui, on donne beaucoup d'argent à Camerco. Mais si vous donnez de l'argent à Camerco, lance-pierre, Camerco a besoin de 30 milliards, on lui donne 600 millions par 600 millions par là, 1 milliard de l'autre côté. On passe derrière, le lendemain, on lui donne 2 milliards. Ça n'arrivera, ça n'aboutira à rien du tout. S'il ne peut pas gérer petit. Non, il n'est pas question de gérer petit. Quand on fait du transport aérien, c'est une entreprise à forte intensité capitalistique. Donc quand on fait du transport aérien, il faut y mettre l'argent une bonne fois pour toutes. C'est comme quand votre médecin vous dit, voilà une liste de 10 médicaments que vous devez prendre tous les matins. Si vous en prenez seulement 5, je peux vous garantir que vous n'allez pas être guéri. Donc moi ce que je dis, c'est d'abord changer le mode de gouvernance, c'est-à-dire que l'État, pour moi, doit se retirer en tant qu'entité. Voilà. Je précise, garder éventuellement 15 ou 20% du capital, céder une partie de ce capital-là, le reste du capital, à un partenaire technique, et ensuite faire appel à des institutionnels qui vont gérer
la compagnie. Il me semble que ce serait plus honnête. On a des chefs d'entreprise qui peuvent se parler entre eux, échanger sur la question. Mais tant que vous laisserez quelques fonctionnaires venir, enfin, des sorties de l'ENAM, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai dit, venir faire les beaux devant les avions, on ne s'en sortira jamais. Voilà la vérité de la compagnie. Et donc, changeons la gouvernance et donnons de l'argent pour qu'on fasse ça. Je vous informe, et je vais en terminer là. Oui. Ici au Cameroun, il y a 20 compagnies aériennes qui atterrissent ici au Cameroun, dont certaines 15 fois par semaine. Oui. Ce sont des Camerounais que ces compagnies portent. Ce sont des Camerounais. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de place pour une compagnie nationale? Il y a de la place pour la compagnie nationale. Mais est-ce que vraiment, dans la chaîne de responsabilité, tout le monde est convaincu qu'il y a de la place et qu'il faut faire le travail? Ça, c'est une autre question. Alors, on va faire un dernier tour de table encore sur la question. Oui, ça Au top de la rentrée, et oui, de ce journal, merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Nadine Yambou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Nadine. Alors, merci à vous, Cédric Noufélé. On se donne rendez-vous lundi lorsqu'il sera 20h sur Equinox Télévision. Dans un instant, le débrief. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver pour cette deuxième partie d'Equinox Soir consacrée au débrief. Le panel est le même. Nous reviendrons donc notamment sur ce mouvement massif des personnes dans les régions anglophones à quelques jours de la rentrée scolaire et bien sûr les cris d'alarme d'un Camerounais inventeur d'une décortiqueuse. Alors, je vais donc commencer avec vous, Maître Tchekali. Vous avez suivi ce reportage sur ce déplacement massif des populations des régions anglophones, redoutant un regain de tension après la condamnation de Sisiko Ayoutabé. Fallait-il s'y attendre? Oui, avec nous, MRC, on s'attend à tout avec ce régime. C'est un régime qui ne connaît qu'un seul langage, celui de la répression. C'est un régime qui a l'expérience de la force. Et malheureusement, c'est un régime qui est inconscient. Alors que tout le monde, la communauté nationale, la communauté internationale, tout le monde demande au gouvernement de dialoguer. Et on fait des manœuvres de diversion, on emploie l'expression pompeuse, on dit dialogue inclusif, dialogue inclusif. On voit le résultat. Ils savaient pertinemment que cette condamnation va mettre le feu aux poudres. Mais ils veulent quoi? Ils veulent que les populations restent là pour la gloire d'un président, qu'ils envoient leurs enfants se faire tuer par des balles perdues ou bien par des sécessionnistes. Cette posture est vraiment illogique. Et ce qui est mauvais, c'est que ce n'est pas seulement les populations du nord et sud-ouest qui vont en souffrir. C'est l'ensemble de la population camerounaise, puisque c'est avec l'argent du contribuable qu'on fait une guerre pour la gloire d'un président qui ne se préoccupe pas de son peuple. Alors, merci pour cette première prise de parole. Alors, Emmanuel Kouné, maintenant que les populations sont en train de fuir, est-ce que cela ne montre pas qu'elles ont perdu confiance au système de sécurité actuel? Non, mais il y a de quoi. Je voudrais vous dire que mercredi de la semaine passée, il y a un général ambazonien qui s'appelle Fiel Marshall, qui est arrivé, on lui donnait mort d'ailleurs déjà, et qui a menacé. Il était dans le Ndian, il a fait un discours, il a menacé les gens en disant que la rentrée scolaire n'aura pas lieu, etc. Il a menacé sérieusement et il a même dit que si la jeunesse de cette région ne le retrouve pas en mousse, il va tirer sur eux parce que l'ennemi est en train de faire en sorte que ceux qui ne sont pas avec lui sont considérés comme des traîtres, lui aussi va les considérer comme des traîtres. Il a promis une rentrée scolaire sanglante. Donc, pendant ce temps, tout le monde était en train à pied d'œuvre pour faire en sorte que cette rentrée scolaire puisse avoir lieu. Je crois que la condamnation de Sisiko Ayoutabé vient compliquer la situation. Et puis, je vais vous dire une chose. Le droit à l'éducation est un droit fondamental, mais le droit à la vie est un droit vital. Donc, je ne vois pas comment vous pouvez, tout en sachant que l'insécurité est montée d'un cran, mettre votre enfant en route pour aller à l'école, étant entendu qu'il vaut mieux un enfant, peut-être pas scolarisé mais vivant, qu'un enfant qui essaie de se scolariser et qui meurt. Donc,
Moi, je crois que cette condamnation est d'abord inopportune, c'est à contre-temps, et moi, je crois qu'on aurait même mieux fait de différer ce procès pour pouvoir permettre aux enfants de pouvoir voir si les enfants peuvent aller à l'école. Mais avec ce qui vient de se passer là, je crois que on a tout mis en l'air, et puis je ne vois pas comment cette rentrée scolaire, n'est-ce pas, peut avoir lieu dans les conditions qu'on avait espérées. Alors, Samuel Motte, il faut préciser que les groupes armés qui sévissent dans les régions anglophones ont lancé 2 semaines de ville morte à partir de ce lundi. Alors, quel impact cette situation aura sur la reprise des cours en septembre? Attendons voir, mais ce qui me heurte le plus, c'est Emmanuel Kougne est en train de se faire le porte-parole des gens qui appellent à la désobéissance de l'école. L'école est fondamentale dans nos vies. On ne demande pas aux gens d'aller se faire tuer, mais très souvent les gens qui ont tué quand on va à l'école, c'est les sécessionnistes. Et je crois que par moment, il faut avoir le courage des mots pour pouvoir dire on ne tire pas sur un enfant qui va à l'école. On ne tire pas sur un enfant qui va à l'école. Attendons voir. Nous faisons le maximum nécessaire pour que les enfants puissent prendre les cours, parce que faire 3 années sans école, c'est quand même dramatique. Oui. Nous défendons quoi dans la vie quand nous nous verrons de tous les jours? Nous défendons quoi? Nous défendons la postérité. Nos vies en elles-mêmes ne représentent pas grand-chose. Généralement, un être humain, j'ai l'habitude de le dire, fait et naît et a pour devoir d'assurer la transmission de la vie à sa descendance. Notre vie ne sert qu'à ça. Quand on commence à demander aux enfants de ne pas aller à l'école, moi, ça me pose un problème. Nos vies ne représentent rien du tout. Par contre, celle de nos enfants, nos autres petits-enfants, arrière-petits-enfants, a quand même une importance, et c'est à nous de la préparer. Et donc, pour cette raison-là, quand les gens, pour des problèmes de confort personnel, commencent à mettre en péril la vie des générations futures, ça me pose lourdement un problème. Et donc, les mouvements de population, j'espère qu'ils ne sont pas avérés. Si, c'est avéré, le reportage est passé tout à l'heure. Oui, le reportage est passé, mais avec des plans très serrés et puis avec des effets d'annonce qui, par ailleurs, m'ont gêné. Je pense effectivement que c'est des mouvements tels qu'on en a vu ces derniers temps, parce qu'effectivement, quand on a peur d'un certain nombre de services, on peut se déplacer. Le gouvernement appelle massivement à ce que les gens puissent reprendre le chemin de l'école et qui se fixent dans ces zones-là. Je pense que la sécurité pourra leur être apportée. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore avoir confiance à cette sécurité au regard de la situation actuelle? Le gouvernement fait des efforts. Maintenant, ce que nous pouvons faire, au lieu de dire est-ce qu'on peut encore faire confiance à cette sécurité-là, commençons par dire, mais est-ce que vous avez relayé la parole de Christian Toumi sur ce plateau, qui dit on peut pas admettre qu'il y ait une armée sans armes, mais on peut valablement admettre qu'il y a des ambandousiens sans armes. Il faut que les gens laissent les armes. Comment est-ce que vous voulez tout mettre sur la balance en disant est-ce qu'on peut faire confiance à... Si on ne fait pas confiance à l'armée, c'est parce qu'effectivement il y a un élément perturbateur. En temps normal, on fait confiance à l'armée. Ça, c'est votre point de vue. Alors oui, je voudrais intervenir. Je voudrais intervenir parce que moi je suis personnellement profondément choqué. Bon, là on est sur le plateau avec le MRC, le RDPC, le SDF. Moi je ne fais pas de politique. Je regarde le drame humain qui se profile à l'horizon. Et c'est comme ça, dans le cas même de Camerco, le drame humain qu'il y a chaque fois que les titans et les éléphants se battent. Les petits qui sont derrière, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils sont obligés de supporter ça. Mais je voudrais rappeler, j'ai le privilège d'avoir travaillé hors du pays, dans des pays en difficulté. J'ai travaillé en Centrafrique, j'ai travaillé au Niger, j'ai travaillé au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Il s'avère que, j'ai travaillé dans ces pays-là à l'époque où il y avait des mouvements sociopolitiques et où il y a eu la guerre. Je peux vous garantir, on parle de guerre là, on ne sait pas de quoi on parle. Puisque moi je l'ai vu au plus près de moi. Quand vous vous levez le matin, que vous voyez des corps joncher la place centrale d'une ville, à Bangui par exemple, ou quand vous voyez en Côte d'Ivoire, à l'époque, j'étais à l'époque où M. Gbagbo quittait le pays, quand vous voyez ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas rêver qu'il se passe la même chose dans votre pays. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse pour que le pays puisse vivre, pour qu'on puisse laisser quelque chose à nos enfants, quelque chose de calme, de tranquille. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer. Mais il faut qu'on s'asseye pour se parler. Nom de Dieu, mais quand même, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas se parler entre nous.
Il faut arrêter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ces insultes permanentes entre les tribus. Enfin, comme si d'ailleurs au Cameroun, il n'y avait que 2 tribus, les Bamileke et les Bétis. Il faut arrêter ça. Il faut sortir de là. C'est très grave ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous envoyons un mauvais signal aux générations futures. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Merci Georges. Alors, Maître Tchèque Ali, le gouverneur de la région du Sud-Ouest a tenu une réunion préparatoire en vue de la rentrée scolaire. Et il a reçu 5 commissions qui vont tout faire afin d'un retour normal et que les élèves puissent également retrouver le chemin des classes. Donc, quel bilan, quel entendre d'une telle commission? Madame, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Lorsqu'un ministre fait le déplacement dans le nord et sud-ouest et qu'il défile gaillardement devant les caméras de télévision en gilet pare-balles, protégé par au moins 200 militaires, on déploie la garde présidentielle, on déploie le BIR pour une seule personne. Va-t-on aussi déployer l'armée, la police, la gendarmerie pour protéger chacun? Le gouvernement est en train de multiplier les efforts également en vue d'un retour à la paix. Depuis 3 ans. Samuel Mout également a évoqué sur ce plateau le gouverneur qui a reçu également des commissions. Madame, je tiens à préciser, je ne suis pas pour les sécessionnistes. Oui. Aucun cadre du MRC n'a jamais encouragé le sécessionnisme. Ce que nous reprochons au régime de Biya, c'est que ce régime ne connaît qu'un seul langage, celui de la répression. Attendez. Certes, parmi les combattants, il y a des sécessionnistes. Mais je peux vous dire qu'une bonne partie des combattants ambazoniens se sont radicalisés au vu des exactions commises par certains éléments de l'armée camerounaise. Beaucoup aussi se sont radicalisés à cause de la violence de la répression. J'entends le représentant du RDPC murmurer. Il y a moins d'1 an, le ministre de la Communication, quand il disait tout à l'heure que ceux qui tuent les enfants, c'est les ambazoniens. Les exactions se commettent dans tous les 2 camps. Vous vous rappelez, le ministre de la Communication est venu devant les caméras de télévision nous dire que la photo de l'exécution de 2 mères avec les bébés au dos, c'était dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Je vous en prie. Alors, Emmanuel Kounié, quel bilan peut-on faire de la campagne Back to School? Non, c'est des incantations. J'ai entendu M. Maud dire que nous allons, nous voulons, nous allons. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit, comme dit Maître Tchèque, il faut qu'il y ait quelque chose de concret. Vous voyez, les gens du sud, du nord, du sud-ouest de Kumba, de la département de la Mémé, sont en train de quitter le territoire. Et vous savez que quand les ambazoniens décrètent des villes mortes, ces villes mortes sont respectées. Dernièrement, les villes mortes sont respectées. Les villes mortes sont respectées. Dans la démocratie, Emmanuel Kounié, les motos, taxis, il y a des gens qui briment les autres et ils les baillonnent. Ce n'est pas un problème. De toute façon, il y a des gens qui sont chargés d'assurer la sécurité des hommes et des biens. Si c'est par des menaces que les villes mortes prennent corps, ça veut donc dire que ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des hommes et des biens n'arrivent pas, n'est-ce pas, à jouer leur rôle. Et dans ces conditions, vous ne pouvez pas faire les incantations que vous faites là. Nous allons, nous essayons. Et quelle stratégie donc adopter au finish pour que les élèves puissent enfin retrouver le chemin de classe? Mais justement, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je pense que cette rentrée scolaire est compromise parce que la condamnation d'Ayoub Dabé complique davantage la situation. Est-ce que c'était le moment de le faire? Pourquoi n'avoir même pas différé le procès, attendre la rentrée scolaire? Qu'est-ce que vous proposez dans ce moment? Je constate qu'il n'y aura pas de rentrée scolaire. Qu'est-ce que vous voulez que je propose? Je veux demander faire comment? Sortie de crise, monsieur. La sortie de crise, tout le monde entier a demandé le dialogue. Le Premier ministre est allé à Bamenda et à Boya parler du dialogue. Nous avons cru que la semaine d'après, on devait entamer le dialogue. Et ces gens ne peuvent pas dialoguer. Ils ne peuvent pas dialoguer parce que leur politique, c'est une politique de roublardise. On a déjà fait un dialogue en 91. On a eu des résolutions. Ils ont tordu le cou de toutes les résolutions. Ils ont même peur de s'asseoir sur la table avec des gens parce qu'on leur demandera quel est le sort que nous allons réserver aux résolutions que nous allons prendre. Et ils ne pourront pas répondre à cette question parce qu'ils ont un antécédent où ils ont développé la roublardise pendant 23 ans. Ils ont parlé de la décentralisation, ils n'ont plus rien fait. Donc, ces gens doivent comprendre tout simplement qu'ils doivent partir, ils doivent faire une transition, ils doivent partir. Ce mandat qu'ils ont pris, c'est un mandat de trop et ça va compliquer la vie au Cameroun. Alors, pour sortir de ce sujet, finalement, quelle solution pour sortir de la crise anglophone? Mais je pense que le gouvernement a fait ce genre de concessions. On a donné ce genre de garanties aux belligérants, notamment aux maquisards qui tuent les enfants qui vont à l'école. Je crois qu'il faut qu'on saisisse cette opportunité-là qui leur est offerte de déposer les armes. Il faut absolument que les gens déposent les armes. Ils seront très bien traités. Et ils pourront nécessairement être réinsérés dans la vie active sans toutefois qu'on les demande quoi que ce soit. La voie
de la réconciliation passe par là. Quand M. Kounié nous martèle en disant il faut qu'on dialogue, on dialogue sur quoi? Tous les éléments de dialogue qui ont été posés sur la table ont été épluchés, une solution a été donnée, y compris les éléments les plus loufoques, tels que la tradition des actes uniformes Ouada qui avait été traduit. C'est ça que vous appelez loufoque? C'est loufoque parce que les actes Ouada avaient fait l'objet d'une tradition avant même que les gens ne commencent à la grogne. C'était déjà traduit, il n'avait peut-être pas la bonne information, mais la tradition avait déjà été faite. Et donc pour cette raison-là, la question que je pose centrale, on va aller négocier, très bien. Nous sommes disposés à aller négocier. Attendez. Depuis que ce conflit a commencé, je souhaiterais que M. Kounié me donne un seul élément de concession fait par les séparatistes. Un seul. Ici, c'est moi qui pose la question. Oui, je voudrais... Enfin, moi, est-ce qu'il y a une solution pour la rentrée scolaire? Je ne peux pas avoir de réponse à cette question. C'est trop dans l'instant et trop violent. Moi, je pense que... Enfin, en observant les 30 dernières années qui viennent de se dérouler, j'ai tiré une conclusion simple. Laquelle? Il nous faut un dictateur dans ce pays. Il faut sortir de cette affaire où tout le monde parle tout le temps. Il nous faut un bon dictateur. En tout cas, pour ceux qui ont connu l'époque d'Aïdjo, on ne se permettait pas de faire n'importe quoi. Et donc, depuis que la démocratie est arrivée, chacun pense qu'il a le droit de faire, de dire, d'insulter. Il nous faut un bon dictateur qui mette les gens droits en marche. Merci. Et qu'on nettoie la ville. Alors, merci. Nous allons à présent évoquer le deuxième sujet de ce débrief. Alors, c'est ce cri d'alarme lancé par un Camerounais qui a donc inventé une décortiqueuse et il se plaint, notamment il dénonce une absence de financement. Alors, encore une promesse, Maître Tchèque, du chef de l'État, du comité agropastoral, il faut le préciser, à Ebolova, non tenu, donc une dizaine d'années environ à attendre le financement. Madame, je ne voudrais pas que le représentant du RDPC dise que je manque de respect au président de la République, mais c'est un monsieur qui promet depuis 1982 et qui n'a tenu aucune de ses promesses. Il a promis tout, il nous a dit qu'on sera prêt pour la CAN. Peut-être que c'est même mieux qu'il n'ait pas voulu aider ce jeune garçon. En voulant l'aider, c'est sûr que beaucoup d'argent serait sorti des caisses de l'État et ça serait évaporé en cours de route. Alors, Samuel Motte, cet inventeur, il affirme que son œuvre a été appréciée par le chef de l'État, Paul Biya. Il a donc promis, vu ses efforts, de l'aider. Donc, il est resté dans l'espoir, croyant que le chef de l'État, Paul Biya, allait simplement donc aller agir, mais il estime avoir été oublié. Est-ce que quelqu'un aurait manqué son travail? Le drame, très souvent, ça dit qu'on donne des solutions sentencieuses à milieu de l'endroit où les faits très souvent se commettent. Je suis presque persuadé également que si cet investissement était aussi porteur que cela, on n'aurait certainement pas uniquement attendu la promesse du chef de l'État. Un industriel s'en serait emparé, la forme opérationnelle aurait déjà eu lieu depuis avant même qu'on attende d'aide de qui que ce soit. Vous estimez que ce chef-d'œuvre n'a pas de valeur? C'est vous qui dites chef-d'œuvre, effectivement, c'est bien d'avoir des esprits fertiles qui nous poussent à réfléchir sur un certain nombre de phénomènes. La raison pour laquelle il n'a pas pu avoir son aide, d'ici là, on ne peut pas savoir. Mais je dis tout simplement, s'il était aussi prometteur que l'inventeur le dit, peut-être qu'on n'aurait même pas attendu l'aide du chef de l'État pour pouvoir le faire. Maintenant qu'il a lancé le dernier cri d'alarme, s'il y a effectivement des âmes bien pensantes qui pensent qu'ils peuvent lui venir en aide, effectivement, y compris le gouvernement, ce serait bien également. Parce que moi, cette invention-là, moi, je l'ai vécue en direct, effectivement, au moment où il le présentait. Et donc, quand on le représente encore aujourd'hui, je crois qu'il s'est écoulé à peu près 10 ans. Et quand vous avez même vu l'auteur, je crois qu'il a pris un coup de DS. Il serait bien effectivement qu'on l'aide, mais on ne l'aide pas pour le plaisir de l'aider non plus. Je dis bien que si c'est prometteur, ce serait bien effectivement qu'on le finance. Et on le financera que parce que c'est prometteur. Alors, pourquoi l'accès au financement public en faveur des projets des jeunes est si difficile? Les jeunes n'ont-ils pas la bonne information ou alors c'est une volonté politique? Madame, je voudrais très rapidement vous dire que s'agissant de financement, nous avons un État qui ne comprend même pas de quoi il s'agit, parce qu'ils nous ont créé quelque chose d'assez ridicule ici qu'ils appellent la banque des PME. Ils ont mis les fonctionnaires là, ils ont mis 10 milliards, les fonctionnaires ont plus 5 milliards pour s'installer, et puis les deux autres 5 milliards, ils ont distribué entre 2-3 personnes. Cette banque là
n'existe presque plus, elle ne sert à rien. Mais je voudrais parler du comice agropastoral de Bolovin. Je voudrais vous dire qu'au cours de ce comice, le chef de l'État a promis une réforme foncière. C'est-à-dire qu'on devait revenir sur la loi de 1974, sur le régime foncier domanial, pour pouvoir faire une réforme foncière afin que les jeunes puissent avoir la possibilité d'avoir des terres. Programme de SDF. Voilà. Ils ont promis également la création d'une société de production des engrais. Le chef de l'État lui-même, hein, il a dit qu'on... Mais la nuit, c'est que 10 ans après, il s'est retrouvé en train de donner, je crois, c'était 15 milliards à la Sodécoton pour importer les engrais. Alors qu'il avait promis la création d'une usine de production des engrais. Il a oublié qu'il avait fait ces promesses-là. Donc les promesses du chef de l'État, c'est la parole publique chez nous. Franchement, ne vaut pas un sou. Il faut pas... On a parlé de la canne tout à l'heure, je ne voudrais pas arriver à ça. Mais toutes les promesses du chef de l'État au commissaire agropastoral ont été mis dans le tiroir. Donc ce monsieur qui parle là doit comprendre que son problème est le problème de tout le monde, puisqu'il n'y a pas eu de réforme foncière, il n'y a pas eu d'usine de production des engrais, il n'y a rien eu, tout ce que le chef d'État a dit là, dès qu'il a fini, puisqu'on était à la veille des élections présidentielles de 2011, c'était pour les élections présidentielles. Pour sortir du sujet, vous allez dire également un mot de sujet. Alors, cela pose forcément la problématique de notre politique nationale d'accompagnement des inventaires au Cameroun. Enfin, moi, je ne veux pas m'appesantir sur les problèmes. Je dirais simplement que je suis heureux de voir qu'il y a de la créativité dans notre pays, qu'il y a des gens qui se battent pour faire quelque chose. Parce que les Camerounais n'ont jamais voulu se laisser mourir. Donc, je pense que les Camerounais... ils sont inventifs, ils savent créer des choses. Maintenant, pour ce qui concerne l'aide du chef de l'État ou pas l'aide du chef de l'État, il faut savoir que en 2008, lors des comment on appelle ça, les émeutes de la faim, une instruction avait été donnée par le chef de l'État. Il fallait baisser le prix du riz. Cette instruction n'est jamais arrivée sur le terrain. Vous comprenez? Oui. C'est toujours la fameuse rupture de la chaîne de responsabilité que nous entretenons dans notre pays. Et ça s'arrête toujours quelque part. Donc, quand on me parle de la promesse du chef de l'État, moi je considère simplement que... Merci, nous sommes arrivés au terme, je vous en prie, nous sommes arrivés au terme de cette émission Equinoxe Soir. Merci Samuel Motte, merci Tchèque Ali, merci Emmanuel Kounié, ainsi qu'à vous Georges Djamkopo d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission d'Equinoxe Soir et bon week-end à tous et à toutes.